Déjà, merci beaucoup à BibDoc37 et à Anne-Sophie Pascal de nous avoir proposé d'intervenir pour cette journée. On est très heureux d'être avec vous pour vous présenter donc deux études. Une étude qui a été réalisée sur les non-usagers des bibliothèques et une étude sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des bibliothèques et plus particulièrement sur la fréquentation des bibliothèques. Donc ces deux sujets sont assez adjacents, je pense, à votre réflexion sur l'inclusion et l'hospitalité en bibliothèque, puisqu'il s'agit de se pencher notamment sur les non-usagers, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas ou qui ne vont plus en bibliothèque, à la fois d'essayer de savoir qui ils sont, et puis aussi essayer de déterminer quelles sont les images et les perceptions qu'ils peuvent avoir de la bibliothèque sans y aller ou en y étant allé il y a assez longtemps. Et puis, dans une troisième partie, l'idée aussi, c'est de savoir à partir de l'image et la perception qu'ils ont des bibliothèques, quelles seraient notamment les raisons qui pourraient les faire revenir en bibliothèque, et donc potentiellement les leviers d'action dont vous pourriez disposer pour essayer de vous adresser à ces publics un petit peu particuliers. Voilà. Peut-être une rapide présentation de qui nous sommes. Donc, Quentin Auffray et Elisa Capel, nous travaillons à l'Observatoire de la lecture publique au ministère de la Culture, donc qui dépend du département des bibliothèques et qui est principalement chargé de l'enquête annuelle auprès des bibliothèques sur leurs données d'activité, donc à la fois la collecte et la valorisation de ces données. Et donc nous suivons aussi un certain nombre d'études à portée nationale sur la lecture publique, les publics et les usages des bibliothèques notamment. Alors, je vais partager mon écran. Donc cette question des non-usagers en bibliothèque, c'est une question qu'on a abordée au ministère de la Culture il y a quelques années, sous l'angle notamment de la valeur des bibliothèques et de leur impact. Et l'idée d'avoir comment dire, quelque chose de plus précis sur les non-usagers, c'était de se dire la valeur des bibliothèques et son image, elle se construit par une valeur d'usage, mais pas seulement. La valeur et l'image des bibliothèques peuvent se construire au-delà de leur valeur d'usage. C'est ce qu'on verra notamment tout à l'heure, les valeurs que les bibliothèques peuvent revêtir pour les non-usagers. De la même façon, l'idée aussi, c'était de se dire que la bibliothèque aujourd'hui n'est pas indépendante de l'image qu'elle projette pour celles et ceux qui ne la fréquentent pas ou plus et qui n'ont pas forcément justement les mêmes perceptions de la bibliothèque que peuvent en avoir les usagers plus réguliers notamment. Donc, pour essayer d'appréhender cette question des non-usagers, on a procédé à deux enquêtes. Une première enquête quantitative auprès d'un panel de Français de 15 ans et plus, donc un panel représentatif de la population. Vous voyez ici les échantillons. Donc, qui a été réalisé en 2018. Et cette approche quantitative a été complétée par une approche qualitative dont les résultats n'ont pas encore été publiés, mais que je vous présenterai dans une seconde partie et qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus précise de ce que peuvent penser les non-usagers des bibliothèques, notamment des bibliothèques qu'ils ont pu fréquenter, par exemple, dans leur jeunesse. Donc cette première étude a été réalisée par TMO, région, et puis la deuxième étude par Ipsos. Alors, tout d'abord, sur la question des non-usagers, la première question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces non-usagers? Est-ce qu'il est possible de les catégoriser en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des traits particuliers qui les distinguent des non-usagers et qui seraient aussi du coup des pistes de réflexion et d'action pour les faire venir ou revenir en bibliothèque? Donc tout d'abord, si on fait un petit retour sur une étude précédente qui s'appelait Public et usage des bibliothèques en 2016, et donc qui visait à regarder qui étaient les usagers des bibliothèques, comment ils percevaient les bibliothèques, qu'est-ce qu'ils faisaient en bibliothèque, on avait déjà en creux les non-usagers qui apparaissaient. Donc vous voyez ici les usagers de bibliothèques, donc l'évolution depuis 1997
En 1997, on avait à peu près 26% de la population française de 15 ans et plus qui déclarait avoir fréquenté une bibliothèque durant l'année. Alors ici, on parle vraiment de bibliothèques municipales ou intercommunales et pas de bibliothèques universitaires. En 2005, ils étaient passés à 35% de la population et à 40% en 2016. Donc à partir de là, on pouvait bien sûr déduire qu'il y avait en creux potentiellement 60% de non-usagers. La première question qui se pose, c'est de savoir s'il existe un profil type de non-usagers. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez deux graphiques. D'une part, la répartition des non-usagers selon le niveau d'études et à côté, la répartition des non-usagers selon le revenu. Donc, ce que montrent notamment ces approches, c'est que la non-fréquentation des bibliothèques ne semble pas être l'apanage d'une catégorie particulière de la population. En tout cas, si on se fonde sur ces indicateurs. On a notamment une répartition des non-usagers selon les revenus qui est similaire à la répartition de la population française par revenu. Et en ce qui concerne, par exemple, le niveau d'études, on remarque une importance des études courtes, mais à contrario, les personnes ne disposant d'aucun diplôme sont très peu représentées chez les non-usagers. Donc ces deux indicateurs, le niveau d'études et le revenu, ne sont pas explicatifs du phénomène de non-fréquentation. De même, vous voyez ici que la répartition des non-usagers selon le sexe, donc les non-usagers sont un tout petit peu plus féminins, mais il n'y a rien de significatif sur cette façon de les appréhender. On peut se demander aussi si les non-usagers ont des pratiques culturelles spécifiques, alors ici de façon assez macro, hein. Mais est-ce que le non-usage des bibliothèques peut s'expliquer assez facilement par un éloignement du domaine culturel ou un désintérêt pour la culture en général? On voit sur un certain nombre d'indicateurs et notamment sur cette question que vous voyez affichée que ce n'est pas le cas. Que les non-usagers ont un rapport à la culture qui est à la fois assez dense et assez riche. Voilà, donc que ça soit le rapport au livre, le rapport à la bande dessinée, aux expositions, etc. Donc là encore, c'est pas un facteur particulièrement explicatif. On voit ici le rapport à la lecture, donc sur la question au cours des 12 derniers mois, combien de livres avez-vous lu environ? 23% des non-usagers répondent aucun livre. 1 à 4 livres, on est sur 43%. Et puis après, sur des pourcentages plus restreints. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir la comparaison avec les Bonjour usagers. Dominique. Bonjour. Donc la comparaison avec les usagers. Donc dans Public Usage, on voyait que 8% des usagers n'avaient lu aucun livre au cours des 12 derniers mois, contre 23% pour les non-usagers, et que 35% des usagers en avaient lu entre 1 et 4, contre 43% ici pour les non-usagers, et 23% de 10 à 24. Ici, de 10 à 24, on est sur 11%. Donc, il y a un rapport à la lecture qui est potentiellement un petit peu plus distant pour les non-usagers et un petit peu différent sans doute, mais qui n'est pas non plus particulièrement explicatif du fait que ces personnes n'aillent pas en bibliothèque. Alors finalement, quand on regarde ce type de variables explicatives qui sont pour le moment assez simples, seul l'âge semble se détacher comme variable particulièrement explicative du comportement. Donc vous voyez ici la répartition des non-usagers selon l'âge. Donc on n'a que 12% des non-usagers qui ont de 15 à 24 ans. Donc ici, on n'avait pas la possibilité d'interroger les moins de 15 ans, mais on sait que sur les moins de 15 ans, il y a quand même une fréquentation, notamment via l'école, qui est assez forte. Et ce qu'on voit et ce qui est assez marquant, c'est que la plupart des non-usagers sont des personnes plutôt âgées, donc 65 ans et plus, une bonne part aussi de 50 à 64 ans.
Et étant donné aussi l'importance que cette catégorie d'âge a dans l'ensemble de la population, on se rend compte que de façon très opérationnelle en quelque sorte, si on devait se dire quel est le public à viser si on voulait passer de 40% de la fréquentation à 50% ou plus, c'est sans doute le public des 65 ans et plus qui serait le plus efficace d'essayer de toucher. Voilà. Alors, au-delà de cette première tentative de catégorisation socio-économique et très rapidement socio-culturelle, on peut aussi se poser la question de la disponibilité des équipements et de la connaissance des services. À savoir, est-ce que les non-usagers ne vont pas en bibliothèque parce que soit il n'y a pas de bibliothèque disponible autour d'eux, soit ils ne les voient pas, voilà, soit ils ont aussi potentiellement une mauvaise connaissance de ce qui leur est potentiellement offert. Alors sur la première question, vous voyez, existe-t-il une bibliothèque ou médiathèque municipale dans votre commune, dans une autre commune proche de chez vous? On voit que 76% des non-usagers répondent que pour eux, il y a une bibliothèque dans la commune de résidence et 15% qui a une bibliothèque dans une commune proche. Ce qui fait qu'au total, on a environ 91% des non-usagers qui déclarent disposer d'une bibliothèque municipale à proximité de leur lieu de résidence. Ce qui est assez concordant avec d'autres chiffres qu'on peut avoir par d'autres sources, notamment via la synthèse annuelle sur les données d'activité des bibliothèques, ou via d'autres études qu'on fait avec des cartographes et dont les résultats seront bientôt publiés. Par exemple, sur une étude récente sur l'accès des Français aux bibliothèques, on note qu'à peu près 91% également de la population est à moins de 10 minutes en voiture d'un établissement de lecture publique. Alors après, ça ne dit pas quelle est la qualité de cet établissement, est-ce qu'il s'agit d'une bibliothèque, d'un point lecture, etc. Mais en tout cas, il y a une offre de lecture publique assez proche. Par contre, ce qu'on voit, c'est que si ces non-usagers savent qu'il y a une bibliothèque, ils reconnaissent qu'ils ont plutôt une mauvaise connaissance de ce que propose cette bibliothèque ou cette médiathèque. On voit ici qu'on a entre, disons, une trentaine de pourcents qui ont une assez bonne connaissance ou une très bonne connaissance, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, et une majorité qui a une assez mauvaise connaissance ou aucune connaissance de l'existence d'une bibliothèque et de l'offre d'une bibliothèque sur leur commune ou à proximité. C'est un élément sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui est sans doute un des éléments les plus importants de ce qu'on peut voir dans cette étude et qui penche, qui amène notamment à se dire que la question de la communication et de la visibilité des bibliothèques est sans doute la question clé lorsqu'on se penche sur la question des non-usagers. Alors, pour essayer d'approcher un petit peu plus cette notion de non-usager, il faut sans doute pas rester sur une vision où le non-usager serait une personne complètement coupée de la bibliothèque. D'une part, les non-usagers, on le voit ici, ont des contacts indirects multiples et assez riches avec les bibliothèques. Par exemple, quand on demande aux non-usagers si des personnes de votre entourage vous procurent-elles des livres ou des documents empruntés à la bibliothèque, on voit notamment que chez les 15-24 ans, on a 22% de ces non-usagers qui ont accès à une œuvre de bibliothèque par l'intermédiaire des proches. Donc finalement, c'est du prêt sur du prêt, mais d'une certaine façon, un lien qui existe, même de façon plus lointaine avec la bibliothèque. On n'est que sur 12% sur l'ensemble des répondants. Donc on a les proches, on a aussi les conjoints, puisque si on demande aux non-usagers si leurs conjoints fréquentent une bibliothèque ou une médiathèque municipale, on en a quand même une partie, 10%, dont le conjoint fréquente une bibliothèque, donc qui ont aussi potentiellement un lien indirect avec ces bibliothèques, par exemple sur l'offre qu'elles peuvent avoir. On voit aussi que le lien indirect le plus fort, c'est sans doute via les enfants, puisque si on demande aux non-usagers si leur enfant fréquente une bibliothèque, on voit que 47% des non-usagers ont des enfants qui fréquentent une bibliothèque.
donc 18% de manière régulière. Donc on a pratiquement la moitié de notre population de non-usagers qui ont potentiellement un lien avec les bibliothèques, qui peuvent être amenés à les fréquenter, notamment quand ils y emmènent leurs enfants, et voilà, et qui ont donc aussi potentiellement une première porte d'entrée dans la bibliothèque et dans ce qu'elle propose, qui peut-être venir parfois casser leur représentation assez datée qu'ils peuvent avoir d'une bibliothèque qu'ils ne fréquentent plus. Donc ce qui est important ici à retenir, c'est que la distinction entre l'usage et le non-usage est en fait plus poreuse qu'au premier abord. À partir de ça, on peut se demander aussi, justement sur cette question de la porosité entre usage et non-usage, si les non-usagers, donc là, quand on dit non-usagers et 60% de cette population, c'est des personnes déclarant n'ayant pas fréquenté la bibliothèque durant l'année en cours. Mais est-ce que ces non-usagers ont été auparavant usagers? Donc vous voyez ici sur le graphique à droite, le graphique 18, que 87% de la population des 15 ans et plus déclare avoir fréquenté une bibliothèque au cours de sa vie. Donc on passe de 40% à 87% et sur 2005 de 35 à 72%. Donc finalement, on n'a plus d'une certaine façon que 13% de non-usagers qu'on pourrait appeler non-usagers absolus. Alors après, toute la question aussi se pose de savoir pourquoi ces non-usagers ne fréquentent plus la bibliothèque. Bah, c'est ce que vous voyez encore ici, c'est une autre façon de l'appréhender. Donc sur les non-usagers récents ayant ou n'ayant jamais fréquenté une bibliothèque au cours de leur vie. Ayant fréquenté, vous retrouvez un chiffre assez proche de celui qui était donné auparavant, donc 84%. On est sur 16% n'ayant jamais fréquenté. 39% au moins une fois par mois, moins souvent pour 25%, une ou deux fois dans la vie pour 21% de personnes. Donc on voit notamment qu'on a 39% des non-usagers qui étaient des fréquentants plutôt assidus et plutôt réguliers des bibliothèques à une période de leur vie. Et au total, ces non-usagers absolus représentent 10% de l'ensemble de la population française de 15 ans et plus. Ce que ça nous dit aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais si on pense en termes d'action auprès des non-usagers, la première chose, c'est d'avoir sans doute des modalités d'action différenciées en fonction des non-usagers qu'on va viser. Et potentiellement, un non-usager absolu ne va pas avoir la même perception de la bibliothèque qu'un non-usager qu'on pourrait qualifier d'abandonniste. Ici, on retrouve des éléments plus précis sur l'importance des trajectoires de vie, des choses qu'on connaît plutôt bien. Si on demande aux non-usagers à quel âge avez-vous fréquenté une bibliothèque, donc municipale ou non, ici on peut inclure les bibliothèques universitaires, on voit qu'une bonne part des non-usagers ont fréquenté entre 11 et 16 ans, sans doute aussi par le biais des partenariats avec les écoles, les collèges et les lycées. Il y a une petite baisse entre 17 et 24 ans. Il y a une remontée entre 25 et 49 ans. Peut-être aussi sans doute via les enfants, donc accompagner les enfants à la bibliothèque. Et puis après, on a une baisse drastique, ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, sur les catégories de population plus âgées, entre 50 et 59 ans, et à 60 ans et après. Et si on s'intéresse un petit peu sur la fréquentation passée de ces non-usagers, vous voyez que les non-usagers ne sont pas forcément des gens qui ont fréquenté une bibliothèque pendant un court moment de leur vie. Ce qu'on voit ici, on a 5% des non-usagers qui ont fréquenté pendant moins d'une année, mais vous voyez que la majorité des non-usagers ont fréquenté 2 ou 3 années, 4 ou 5 années, entre 6 et 10 ou plus de 10 années. Alors, si on s'intéresse maintenant sur une première approche de l'image que les non-usagers ont des bibliothèques, ce qui est assez marquant, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, c'est que les non-usagers ont de façon globale une image positive
positive, voire très positive des bibliothèques. Et même les non-usagers absolus qui ne les ont potentiellement jamais fréquentées. Donc on voit notamment qu'ils ont une vision pas si, disons, poussiéreuse de la bibliothèque, puisqu'ils ont conscience que la bibliothèque n'est pas dédiée uniquement à la lecture, qu'elle donne accès à une diversité de documents, qu'elle est moderne, que c'est aussi un lieu de vie propice aux échanges et aux rencontres, que ce sont des établissements potentiellement assez fréquentés et parfois plus attirants qu'austères. Alors, à partir de ces premiers éléments, si on s'intéresse un petit peu plus en détail à la perception et l'image des bibliothèques, donc, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'on a une image globalement très positive. Alors, non seulement de la bibliothèque, mais aussi de son rôle et de son intérêt, notamment pour l'ensemble de la société. Voilà, donc vous voyez ici un indicateur composite. Donc on a demandé aux non-usagers s'ils percevaient plutôt les bibliothèques et les médiathèques municipales comme des lieux avec plusieurs possibilités. Donc si on regarde la facilité d'accès à une offre, à une diversité d'œuvres culturelles, vous voyez en bleu et en violet, donc en bleu on est sur totalement d'accord, en violet plutôt d'accord. Donc on a une écrasante majorité de plutôt d'accord ou parfaitement d'accord. Voilà, et plus on descend, plus ça baisse. Donc notamment sur réduisent les inégalités sociales et culturelles et contribuent à l'animation de votre quartier ou votre commune. On voit une part un petit peu plus importante des plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord, mais on voit encore qu'on a quand même une majorité très significative de ces non-usagers qui sont convaincus de l'impact positif de la bibliothèque et surtout de la richesse potentielle de cet impact. Ça, c'est un élément assez important, on le verra tout à l'heure aussi dans d'autres approches, mais aussi pour les professionnels des bibliothèques et pour les plaidoyers, par exemple, auprès des élus. C'est aussi de se dire que les non-usagers des bibliothèques, même s'ils ne fréquentent pas les bibliothèques, ne remettent en très grande majorité, ne remettent pas en cause l'utilité et la signification positive de la bibliothèque pour la société, leur commune, leur quartier, etc. Alors, si on essaie de se pencher un petit peu sur l'intention de fréquentation future, donc est-ce que les non-usagers sont des personnes qui ont fréquenté la bibliothèque et qui ont décidé de ne plus jamais la fréquenter, ou qui ne l'ont jamais fréquentée et pensent ne jamais la fréquenter, ou est-ce que les non-usagers sont plus ouverts à leur possibilité de fréquenter la bibliothèque? Est-ce que d'une certaine façon, la barrière entre la bibliothèque et eux est assez poreuse pour eux? Et ben, on se rend compte que c'est plutôt le cas. C'est plutôt, enfin, ici, c'est assez partagé. On a la moitié des non-usagers qui ne souhaitent pas fréquenter de bibliothèque à l'avenir. Et on a la moitié qui souhaitent fréquenter des bibliothèques pour plusieurs raisons. On voit que la bibliothèque reste attractive s'agissant du support papier, puisque 40% des non-usagers déclarent vouloir emprunter ou consulter des livres ou des bandes dessinées. Et puis après, vous voyez les autres possibilités, voir des expositions, utiliser les services, être aidé dans les choix de lecture, musique, cinéma, etc. Alors, c'est quand même à prendre avec précaution parce que ce qu'on a vu tout à l'heure quand même, c'est que les non-usagers, d'une certaine façon, certains d'entre eux pensent que ce qui est en bibliothèque n'est pas adapté pour eux, mais en même temps, ils reconnaissent ne pas savoir ce qu'il est en bibliothèque. Donc, notamment, cette attractivité du support papier, on peut penser que c'est un intérêt qui reste voilà, pour les livres, les périodiques, etc. On peut aussi penser que ça peut traduire la persistance d'une représentation tronquée de ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui et de ce qu'elle propose. Alors, ici, on arrive sur les choses vraiment intéressantes en termes d'appréhension des potentiels leviers qui pourraient favoriser la fréquentation de ces personnes, en essayant de s'intéresser à leur ressenti sur ce qui pourrait les faire revenir à la bibliothèque et ce qui détermine leur pratique de non-usager en quelque sorte.
Donc vous voyez ici que la raison principale qu'évoquent ces non-usagers, c'est le manque de temps pour fréquenter la bibliothèque. Après, on a la préférence pour l'utilisation d'Internet. À 26% aussi, assez intéressant, ne ressentent pas le besoin de la fréquenter. Et c'est qu'à partir de là qu'on a des raisons potentiellement, disons, internes à la bibliothèque qui commencent à apparaître. Par exemple, les jours et horaires d'ouverture de la bibliothèque qui ne conviennent pas. À 14%, la bibliothèque est trop éloignée, difficile d'accès, ou ce que proposent les bibliothèques à côté de chez vous ne vous convient pas à 6%. Ce qui est quand même relativement marquant ici, c'est que les raisons pour lesquelles des non-usagers déclarent ne pas venir en bibliothèque tiennent moins aux bibliothèques elles-mêmes et potentiellement aux actions qu'elles pourraient développer qu'à leurs propres raisons. Et notamment le manque de temps, la préférence pour d'autres supports et aussi, ce qui est assez prégnant, le besoin de fréquenter qui n'est pas ressenti. Je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure avec l'approche qualitative, pardon. Mais ce qui avait notamment marqué Ipsos lorsqu'ils avaient fait des entretiens en focus group auprès des non-usagers, c'est que le rapport de non-fréquentation de ces personnes n'est pas du tout dramatique, au sens où, en général, ils ne regrettent pas particulièrement de ne pas fréquenter, ou ils ne voient pas d'une certaine façon une barrière ou un mur symbolique entre eux et la bibliothèque. C'est en général des raisons beaucoup plus je sais pas comment dire, molles, souples, qui tiennent vraiment à leur vie, à l'organisation de leur vie, et ils ne perçoivent pas la non-fréquentation comme un problème. Voilà. C'est on fréquente pas parce qu'on n'a pas forcément l'idée en tête, mais c'est pas un drame et peut-être qu'un jour on ira. Ce qui est à la fois d'une certaine façon une bonne nouvelle et aussi qui complique un petit peu les choses parce que justement quand ces raisons sont évoquées par les non-usagers, il est beaucoup plus difficile de percevoir les leviers d'action qui pourraient les faire venir en bibliothèque, puisque finalement, ces leviers d'action sont au sein de leur propre vie et sur lesquels les professionnels de la lecture publique ont potentiellement peu d'impact. Ici, je reviens rapidement sur l'image et la perception de la bibliothèque pour vous redire que l'utilité de la bibliothèque n'est pas remise en cause. Et de façon vraiment écrasante, on peut dire. Si on demande aux non-usagers si disposer d'une bibliothèque dans la commune est indispensable ou utile, vous voyez que la très grande majorité des non-usagers répondent que c'est utile ou que c'est indispensable. Alors, on voit que c'est un petit peu moins marqué sur les plus jeunes générations. On est à 70% sur utile et indispensable à la fois, et 89% sur les 65 ans et plus, mais c'est pas non plus extrêmement significatif. On a quand même une adhésion assez forte de l'ensemble de la population, en tout cas en termes d'âge. Vous voyez aussi à côté, selon vous, les bibliothèques ou les médiathèques municipales offrent un service utile à tous, utile seulement à certains, peu utile. Vous voyez qu'ils sont quand même 67% à répondre utile à tous. Et l'utilité pour tous va s'accroître ici de façon un petit peu plus significative avec l'âge des répondants. Parce que vous voyez qu'on est à 54% sur les 15-24 ans et qu'on atteint les 77% sur les 65 ans et plus. Si on essaie de l'appréhender un petit peu différemment, notamment l'impact potentiel d'Internet sur l'utilité des bibliothèques, vous voyez que c'est un petit peu moins... c'est un constat un petit peu plus nuancé, puisque 34% des non-usagers pensent que les bibliothèques sont moins utiles qu'avant Internet, que 8% qui pensent qu'elles sont plus utiles qu'avant, mais on a quand même une bonne partie, 48% des non-usagers qui pensent qu'elles sont ni utiles, ni plus, ni moins utiles qu'avant. Si on regarde maintenant en se focalisant un petit peu plus sur ce qui est potentiellement négatif dans cette perception, si on demande aux non-usagers pourquoi ils estiment que la bibliothèque n'est pas indispensable, donc on en a 34% ici, vous voyez en violet, qui perçoivent la bibliothèque comme indispensable, mais sur les autres, on voit qu'à 25%, la raison première, c'est qu'il y a d'autres manières d'accéder à la culture. 21%, les bibliothèques sont peu fréquentées. 14%, il y a d'autres priorités d'investissement. 7%, les bibliothèques coûtent cher. Voilà. C'est un petit peu les différentes raisons.
Mais si on retourne sur des indicateurs sur une perception plus théorique et plus large de l'utilité globale et du rôle des bibliothèques dans la société, on voit ici qu'une écrasante majorité des non-usagers pensent que si les bibliothèques municipales venaient à disparaître, ce serait très regrettable ou assez regrettable. On est ici sur assez peu regrettable ou pas du tout regrettable sur 13% des non-usagers. Donc c'est plutôt très minoritaire. Ce qui est intéressant aussi, vous le voyez dans le graphique 33, c'est de regarder un petit peu pourquoi ils jugeraient que ça serait regrettable. Est-ce que c'est pour eux, à titre personnel, s'ils étaient amenés à fréquenter? Est-ce que c'est d'une façon plus théorique pour l'ensemble de la société, etc. Donc on voit que le plus regrettable pour eux, c'est pour les usagers de la bibliothèque. Donc les non-usagers sont persuadés, convaincus que la bibliothèque est utile pour les gens qui la fréquentent. La deuxième raison qui vient, c'est pour les générations futures. Notamment les non-usagers sont en général convaincus que la bibliothèque est utile et indispensable pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et puis, vous voyez aussi qu'on a quand même des parts assez fortes d'utilité pour le quartier ou la commune dans son ensemble, pour les proches. Et à titre personnel pour vous-même, vous voyez que c'est moins significatif. On a 22% qui regretteraient beaucoup, 39% qui regretteraient un peu. Donc 39%, ça peut paraître beaucoup, mais sur regretter un peu, on est sur des positionnements assez faibles. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'engagement dans ce type de réponse. Donc ce qui est quand même marquant ici, c'est que les usagers sont convaincus de l'utilité des bibliothèques et on va le voir sur d'autres indicateurs, mais de façon, je ne sais pas exactement comment le qualifier, mais de façon assez théorique et de façon assez globale, à la fois pour l'ensemble de la société, pour la construction des générations futures, pour leur communauté, etc. Et donc ils rapportent cette utilité et ce regret de disparition finalement assez peu à eux, mais aux autres, d'une certaine façon, dans une sorte de vision assez altruiste. Donc c'est les indicateurs dont je vous parlais, donc c'est les indicateurs un petit peu composites. Alors je vais pas vous détailler ici, on n'a pas le temps, la construction, les modalités de construction exactes de ces indicateurs, mais ce qu'on essaye de regarder, c'est quelle est la valeur de non-usage dont je vous parlais au début de ma présentation pour les non-usagers des bibliothèques. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que l'intérêt pour les bibliothèques, comme on le voyait déjà dans les précédentes slides, semble relever d'un intérêt général et d'image des bibliothèques municipales. Donc vous voyez ici le premier indicateur. L'indicateur d'usage personnel passé, c'est-à-dire la bibliothèque est utile parce que je le sais en y ayant été, est assez faible. L'indicateur d'usage par des proches passés ou actuels est très fort et aussi l'indicateur d'intérêt pour les générations futures. Donc c'est principalement pour l'ensemble de la société, pour l'intérêt général, pour mes proches et notamment pour mes enfants, et aussi pour les générations futures de façon plus globale. Donc c'est ce qu'on a qualifié ici de valeur d'existence et de valeur de legs qui constitue la valeur principale des bibliothèques pour les non-usagers. Si on essaie de regarder un petit peu qui sont les non-usagers qu'on pourrait qualifier d'absolus ou vraiment éloignés des bibliothèques, c'est-à-dire à la fois les gens qui n'ont jamais été en bibliothèque et qui ont une perception négative des bibliothèques, donc potentiellement les non-usagers qui vont être les plus difficiles à faire revenir en bibliothèque. On voit que c'est une partie assez restreinte de la population en général et de la population des non-usagers. Puisque vous voyez ici, c'est les deux dernières barres. Si on prend en compte les non-usagers ayant une image intermédiaire des bibliothèques, donc ni vraiment bonne ni vraiment mauvaise, on est à 17%. Et les non-usagers ayant une mauvaise image des bibliothèques municipales, on est à 2% de l'ensemble de la population. Donc c'est quand même extrêmement minoritaire. Voilà. Donc on peut ici isoler ces 17% et ces 2% comme les profils potentiellement éloignés des bibliothèques municipales. Et si on regarde du coup qui ils sont, ces personnes les plus éloignées, on voit qu'il y a une part importante des personnes avec aucun diplôme,
Une part importante aussi de revenus à moins de 750 euros, moins de 750 euros, oui. Une part importante de personnes réputées éloignées de la lecture. Bon, même si c'est une vision potentiellement un petit peu restrictive de ce que sont les pratiques de lecture. Puisque par exemple 45% de ces personnes déclarent que pour eux la lecture n'est pas vraiment un plaisir. Et si on regarde selon l'âge, on a cette fois une importance un petit peu plus accrue des jeunes générations. Donc, ce que ça montre notamment, c'est que la tentative de catégorisation, disons, socio-économique et socio-culturelle, si elle est assez peu efficace sur l'ensemble des non-usagers, elle est quand même assez significative sur les non-usagers les plus éloignés des bibliothèques. Alors, je vais aller un petit peu rapidement à partir des premiers éléments que je vous ai présentés pour vous présenter donc un zoom qualitatif sur les non-usagers pour essayer de creuser un tout petit peu les éléments que je viens de vous présenter. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Ipsos, donc avec une approche qualitative, avec 32 entretiens en semi-directif sur 4 zones géographiques en région parisienne, notamment sur le territoire de Plaine Commune, à Caen, à Dijon et à Limoges en ciblant notamment la périphérie et les zones rurales. Et donc en mixant à chaque fois les entretiens auprès de non-usagers abandonnistes, c'est-à-dire qui ont déjà été en bibliothèque, et non-usagers absolus, en ciblant toutes les classes d'âge, et puis aussi les différentes catégories socio-professionnelles. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc de façon un petit peu plus précise peut-être que ce qu'on a pu voir tout à l'heure de façon assez macro, on a 3 grands profils de relation à la culture qui se détachent. Alors, bon, ici, on n'est pas sur une approche sociologiquement très robuste, hein. Voilà, on en est tout à fait conscient, mais ça donne simplement un aperçu et des éléments de réflexion sur comment essayer d'approcher un petit peu plus ces différents types de non-usagers. Donc, on a ce que Ipsos a qualifié des défenseurs. Donc c'est plutôt défenseur de, comment dire, de la relation à la culture, de la relation au livre, donc c'est plutôt des CSP supérieurs, centre-ville, quartier aisé, possiblement plus féminin, avec un capital culturel plus fort, et surtout, ils sont assez proches du centre-ville en termes de résidence. La deuxième catégorie, ce sont les zappeurs, donc plutôt des CSP moyennes, périphérie proche et centre-ville, plutôt les jeunes et les familles jeunes, et donc qui ont un rapport à la culture, à la consommation culturelle, qui est potentiellement assez différent de ce que peut leur proposer la bibliothèque, ou en tout cas de ce qu'ils perçoivent comme ce que la bibliothèque peut leur proposer. Et puis les outsiders, donc plutôt CSP inférieur, plutôt périphérie proche et quartier urbain populaire, possiblement plus masculin. Donc ce sont des personnes qui se déclarent. Alors le outsider, c'est vraiment sur leur propre relation qu'elles déclarent à la culture, hein. C'est pas un jugement extérieur. Qui se déclarent plus éloignés de la bibliothèque, plus éloignés du livre, plus éloignés de la culture en général. Euh, la réaction typique, c'est pas des choses pour moi, voilà, ça suscite pas particulièrement mon intérêt, pour le résumer de façon assez rapide. Je vais passer un tout petit peu là-dessus, simplement pour vous dire que les défenseurs, donc plutôt CSP supérieur, plutôt proches des centres-villes, sont plutôt globalement des usagers abandonnistes, des non-usagers abandonnistes, pardon, donc qui ont déjà fréquenté des bibliothèques, parfois de façon assez assidue. Les zappeurs, comme je vous le disais, ils ont une consommation culturelle, notamment en streaming, sur les plateformes, etc. Ils se caractérisent par le manque de temps euh, comme facteur explicatif de leur non-fréquentation des bibliothèques, et ils sont eux aussi plus souvent abandonnistes que non-usagers absolus. Et pour les non-usagers absolus, donc qui n'ont jamais été en bibliothèque, on a plutôt les outsiders, donc plutôt CSP inférieur, qui ont une contrainte financière forte et présente, qui sont parfois éloignés des centres-villes, voilà, et qui se placent eux-mêmes en retrait de tout ce qui concerne le culturel. Et qui ont une relation aussi parfois à la bibliothèque, on le verra juste après, qui est liée à leur relation parfois négative et aux mauvais souvenirs qu'ils pouvaient avoir, notamment dans leur relation avec l'école. Si on regarde les différents rapports à la lecture, donc pour le défenseur, la lecture, on va dire, est un jardin secret.
Donc c'est un lecteur plutôt assidu qui ne se considère pas comme un grand lecteur, mais pour qui aussi la lecture et l'achat de livres n'est par exemple pas une question financière. Il préfère en général acheter ses propres livres plutôt que de les emprunter. Les zappers, c'est une consommation culturelle plutôt en dents de scie, liée à des périodes spécifiques, avec une volonté de lire davantage dans l'avenir ou un regret de lire moins qu'avant du fait du manque de temps. Et ça, c'est assez corrélé avec le fait qu'en général, ils souhaiteraient retourner en bibliothèque, mais qu'ils n'ont pas forcément le temps ou qu'ils ont un intérêt assez faible, mais qui n'est pas non plus un éloignement très marqué de la bibliothèque. Donc une relation assez poreuse avec la bibliothèque. Et puis les outsiders qui ont un rapport beaucoup plus éloigné à la lecture. Voilà. Je vais juste passer voilà, sur ici. Ce qui est quand même marquant, si on essaye de regarder qu'est-ce qui pourrait être un facteur explicatif de leur éloignement des bibliothèques, c'est que les non-usagers, par rapport aux usagers, ont plutôt des pratiques culturelles qu'on pourrait qualifier de sédentaires. En gros, ils ont une activité culturelle qui est en général assez dense et assez riche et assez proche de celle que peuvent avoir les usagers, sauf que ils préfèrent la faire chez eux. Donc vous voyez ici, on a 54% des non-usagers qui préfèrent des activités culturelles à la maison et 46% sortir de chez eux. Et donc vous voyez en vert et en rouge ce qui est particulièrement significatif. Ce qui est particulièrement significatif, par exemple, selon la fréquentation passée, c'est que les non-fréquentants absolus, donc qui ne sont jamais allés en bibliothèque, préfèrent très majoritairement 69% des activités à la maison, par exemple. Donc il y a vraiment une corrélation qui est assez intéressante entre l'activité culturelle sédentaire et la non-fréquentation des bibliothèques. Et ce qu'on voit ici, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure quand je vous disais que les raisons de ne pas aller en bibliothèque tiennent plutôt à leur propre, à des raisons propres qu'à la bibliothèque en elle-même. C'est ce qu'on voit ici. La première raison sur un autre type d'approche, c'est je préfère voir des films, des documentaires, des séries ou écouter de la musique chez moi. Je préfère acheter moi-même des produits culturels. Et puis après, cela ne me vient pas à l'esprit ou je n'ai pas le temps. Et finalement, on n'est qu'à 19% de personnes qui pensent que la bibliothèque la plus proche de chez eux n'est pas adaptée pour eux. Donc, ce qui complique aussi un petit peu l'identification des leviers potentiels d'action. Si on regarde un petit peu plus particulièrement la perception que les personnes ont des bibliothèques, je vais juste passer. Voilà. Il y a en gros 3 catégories pour eux. Il y a ce qu'ils appellent les lieux sanctuaires, la grande bibliothèque du centre-ville. On avait notamment, je me rappelle, un non-fréquentant qui disait la bibliothèque, c'est comme une église, mais pour les livres. Donc voilà, c'est assez significatif. Le deuxième, c'est les lieux réseaux, donc plutôt les médiathèques de quartier ou les médiathèques de communes périurbaines. Et puis la troisième catégorie, les lieux périphériques, donc c'est plutôt la petite bibliothèque de village ou le bibliobus. Et donc pour chaque type de bibliothèque, on a des représentations et des rapports assez différents. La grande bibliothèque, il y a à la fois du négatif et du positif, pour le résumer rapidement, c'est qu'elle est perçue comme grande, moderne, lumineuse, prestigieuse. Elle est bien identifiée en général dans la ville, notamment avec des bibliothèques qui proviennent de gestes architecturaux. Par contre, elle est perçue comme silencieuse, froide et impressionnante, notamment pour les non-usagers absolus, qui sont les non-usagers qui n'ont jamais été en bibliothèque. La médiathèque, ce qui est assez intéressant, c'est que le mot médiathèque pour les non-usagers n'est pas du tout lié à la diversité d'offres culturelles, mais est lié vraiment à leur positionnement dans les villes. Donc pour les non-usagers, la médiathèque, c'est la bibliothèque de quartier, symboliquement en dehors du centre-ville, et alors des édifices d'allure contemporaine, relativement austères, voilà, mais qui, surtout ce qui est intéressant, qui sont le plus souvent inaperçus des passants. Donc ça aussi, ça vient un petit peu conforter l'importance de la visibilité et de la communication pour en tout cas créer un premier lien potentiel avec un non-usager qui n'est pas fermé à l'idée d'aller en bibliothèque, mais qui parfois
rencontrent comme premier obstacle l'idée même d'y aller ou l'identification tout simplement de la bibliothèque dans son lieu de vie. Voilà, donc pour résumer, en positif, la proximité, la notion de service public, une vocation perçue d'animation et d'éducation pour la jeunesse, mais parfois des évocations de froideur qui sont renvoyées par ces bâtiments, notamment, et aussi un rapport parfois un peu distancé parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, des souvenirs déplaisants du milieu scolaire. Donc ça, je pense que c'est un aspect important et qui peut vous intéresser aussi dans votre réflexion sur l'inclusion et la notion d'hospitalité, qui est aussi une hospitalité architecturale, d'aménagement intérieur, qui parfois joue beaucoup dans la représentation qu'ont les non-usagers. Alors, je serais quand même un tout petit peu prudent quand même avec ces perceptions, parce que c'est aussi, il faut se le rappeler, de la perception de gens qui s'imaginent parfois ce que sont les bibliothèques sans y aller ou sans y avoir été depuis plusieurs années. Donc ça ne veut pas dire que les bibliothèques aujourd'hui peut-être sont trop froides ou, voilà, ou ont d'autres défauts qu'on a pu voir avant, mais c'est en tout cas la perception qu'en ont des gens qui ne savent pas exactement ce qu'elles pourraient leur proposer. Voilà. Et pour les petites bibliothèques, on a aussi donc le côté positif est très bien identifié, c'est la bibliothèque. Souvent, c'est des bons souvenirs parce que c'est les gens qui ont été dans cette petite bibliothèque quand ils étaient enfants ou avec l'école. Donc ils se disent aussi on va y ramener nos enfants, voilà, ce sera une première initiation à la bibliothèque. Mais par contre, c'est un lieu qu'on imagine volontiers austère et poussiéreux. Il n'y a pas forcément d'animation, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils pensent qu'il n'y en a pas. Voilà. Un point important sur lequel je voulais attirer votre attention et voilà, qu'on n'avait pas forcément nous identifié, notamment dans la première enquête plus quantitative, c'est la question de l'emprunt qui est ressentie assez majoritairement dans cette étude qualitative comme une pression et une contrainte majeure pour les non-usagers, pour beaucoup de raisons. Mais pour résumer rapidement, l'emprunt est perçu comme une injonction infantilisante de lire dans un temps donné, donc de lire dans 3 semaines, qui rappelle parfois de mauvais souvenirs scolaires. Les défenseurs aussi, donc les gens, on va dire, plutôt assez proches des bibliothèques dans ces non-usagers, n'apprécient pas cette idée de l'emprunt et gardent des expériences désagréables de relance qui ont parfois déclenché l'abandon. Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a le côté intrusif. C'est ressenti comme assez intrusif et parfois infantilisant. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir si le click and collect pendant la crise sanitaire et les modalités élargies d'emprunt ont pu changer aussi parfois ces perceptions. Voilà. Et encore une fois, en revenant ici, euh, c'est quand même assez paradoxal parce que à la fois on a l'impression qu'ils ont une vision très précise de ce qui ne leur convient pas en bibliothèque et en même temps ils reconnaissent ne pas savoir ce qui se passe en bibliothèque. Voilà. Donc c'est vraiment de la vision projetée euh, de ce qu'ils pensent être aujourd'hui la bibliothèque et qui se construit en bonne partie, en tout cas pour une partie de ces non-usagers, sur des représentations qui datent parfois de leur enfance. Pour résumer, si on essaye de raisonner encore une fois en termes de levier d'action, donc de l'idée à la réalisation, une série de barrières à franchir. Donc il y a tout d'abord l'idée de s'y rendre, faible présence à l'esprit pour les non-usagers, d'aller en bibliothèque. C'est pas quelque chose qui les, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un drame de ne pas aller en bibliothèque, mais c'est pas quelque chose qui les travaille particulièrement, auquel ils pensent, etc. Donc il y a déjà ce premier aspect. Il y a le deuxième aspect qui est l'envie de s'y rendre. Donc le côté négatif à surmonter, ça peut être de la froideur ou de la distance projetée. Troisième aspect, la facilité de s'y rendre, l'accessibilité, notamment par exemple en milieu périurbain, le fait par exemple qu'il n'y ait pas forcément de parking ou de choses comme ça, voilà, on l'a vu dans certains focus group, ça peut jouer énormément. Et puis la facilité d'usage, parfois une complexité projetée, notamment sur la question de l'emprunt. Donc, sur l'idée de s'y rendre, ce qu'on identifie auprès de ces non-usagers, c'est le manque de communication perçue sur les événements ou les services, voire de signalétique, pour signaler les médiathèques de quartier et petites bibliothèques rurales. Sur l'envie de s'y rendre, encore une fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt un lieu qui est perçu comme froid,
un geste certes architectural qui est remarquable dans la ville, mais qui à l'intérieur ne rejoint pas forcément la perception que les non-usagers pourraient avoir d'un lieu dans lequel ils se sentiraient à l'aise. Et je pense que ça, c'est aussi lié à leur pratique sédentaire, voilà, qui fait qu'ils ont une espèce de, je sais plus quoi, Ipsos appelait ça culture cocooning, mais c'est un petit peu l'idée. Il y a le côté havre de paix qu'ils ne retrouvent pas forcément, ou qu'ils pensent ne pas retrouver dans des bibliothèques. Voilà, bon là je vais pas trop m'attarder. Bon, sur la facilité de s'y rendre, hein, c'est des choses assez classiques. Il y a à la fois la distance géographique potentiellement, la difficulté de se garer, et puis aussi le problème des horaires d'ouverture parfois. Et sur la facilité d'usage, complexité, on voit que ce qui se distingue, c'est notamment la démarche d'inscription, qui peut rebuter parfois les plus jeunes, ou parfois une simple carte arrivée à échéance peut être un motif d'abandon. Donc là aussi, je pense qu'il y a des réflexions à avoir, pareil que vous avez déjà sans doute, sur aussi les possibilités techniques de renouvellement automatique, etc. Des choses qui peuvent parfois beaucoup jouer sur ces non-usagers. Et il y a aussi la question, alors le personnel est perçu ou projeté comme compétent, aimable, qualifié. Ce qu'on a remarqué chez les non-usagers, il y a une demande aussi de proactivité du personnel. Alors, pour vous dire ça un petit peu concrètement, ils vont avoir tendance à le lier à d'autres activités, par exemple sportives qu'ils peuvent avoir. Et donc, il y a l'idée d'avoir, comme on a un coach sportif, un bibliothécaire, un professionnel de la lecture publique, ou, voilà, qui va pouvoir vous guider et vous accompagner vraiment de façon proactive. Alors, c'est à la fois intéressant et à la fois aussi contradictoire avec parfois l'idée d'avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, un espèce d'espace de havre de paix, de culture cocooning à l'intérieur même d'un espace public. Donc c'est assez intéressant, mais c'est aussi un petit peu paradoxal dans les représentations. Voilà. En conclusion, très rapidement, parce que je crois que j'ai été assez long sur ces aspects, ce qui, au-delà des freins qui sont assez classiques, hein, que je viens de vous présenter sur la question de l'inscription, la question de la distance projetée, de la froideur potentielle de certains bâtiments, etc. Ce qui semble quand même le plus intéressant à mon sens en tout cas, c'est peut-être une vision personnelle, mais c'est l'aspect communication, visibilité, lisibilité de l'offre des bibliothèques. Parce que finalement, quand on raisonne notamment sur l'enquête quantitative, on voit assez peu de leviers d'action des bibliothèques. Alors on peut se dire que bien sûr, si on joue sur les horaires d'ouverture, si on joue sur les conditions d'emprunt, etc., potentiellement, il y a une partie des non-usagers qui vont être satisfaits. Mais en fait, l'immense majorité des non-usagers, ce qui bloque d'une certaine façon, sans que ça soit ressenti comme un blocage, hein, mais ce qui va empêcher leur accès à la bibliothèque, c'est tout simplement qu'ils soit ne savent pas ce que propose la bibliothèque, soit s'éloignent de la bibliothèque parce qu'ils en ont une image certes positive pour les générations futures, pour la société, mais une image assez négative pour ce qu'elle pourrait leur proposer à eux. Et donc on voit qu'ils ont à la fois ils semblent se prononcer sur ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui, parfois en disant voilà, je vais y emprunter des livres, elle n'est pas forcément assez ouverte, etc. Mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils ne savent pas ce que propose la bibliothèque aujourd'hui et ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui. Donc il y a une espèce vraiment de mur, mais vraiment au sens architectural, entre l'extérieur et l'intérieur de la bibliothèque. Ils remarquent bien l'extérieur, mais ils n'ont pas forcément le réflexe d'y entrer et de voir ce qu'est devenu la bibliothèque aujourd'hui. Donc il y a sans doute un aspect de communication et aussi de les faire venir, notamment pour les non-usagers absolus qui ne sont jamais venus en bibliothèque. Le point clé, sans doute, c'est d'arriver à les faire venir une première fois en bibliothèque pour que justement cette barrière un petit peu symbolique puisse disparaître. Et donc ça, on l'a vu notamment par les contacts indirects, notamment par les enfants, mais aussi via les différents partenariats qu'on peut avoir avec des publics spécifiques. Ça peut être une bonne occasion de toucher en quelque sorte ces non-usagers et de les faire venir ou revenir en bibliothèque. La question qu'il y a derrière aussi, c'est quel est l'objectif des bibliothécaires et de l'ensemble des professionnels de la lecture publique. Est-ce que tous les non-usagers ont vocation à revenir en bibliothèque? Eux-mêmes disent parfois qu'ils n'en voient pas l'intérêt pour eux-mêmes. Donc c'est une vraie question sous-jacente.
Voilà. Et puis pour conclure également ce propos, alors c'était une vision très générale, très nationale, qui vise à proposer des pistes de réflexion, des pistes de discussion. Donc on sera bien sûr ouvert après la présentation d'Elisa à toutes vos questions et vos interrogations. Mais aussi, c'est une approche très globale. Et ce qui est sans doute aussi intéressant, c'est d'essayer de décliner cette approche au niveau des territoires, au niveau local, sur chaque contexte, chaque bibliothèque, chaque quartier, etc. Et on peut sans doute voir des choses très différentes de ce qu'on a vu là, dans des configurations différentes. Et je vous invite notamment à regarder l'étude qu'a réalisée la bibliothèque municipale, enfin les bibliothèques municipales de Grenoble sur les non-usagers des bibliothèques de la ville de Grenoble. Donc une déclinaison de cette enquête nationale et qui permet de regarder un petit peu comment les choses se nouent concrètement autour d'un réseau de lecture publique en particulier. Voilà. Donc je vais tout de suite passer la parole à Elisa qui va vous présenter les résultats de l'enquête sur la fréquentation pendant la crise sanitaire. Et puis on se tiendra à vos dispositions pour toute question. Oui, je pense qu'effectivement, ce sera mieux que Elisa enchaîne parce que votre présentation suscite beaucoup de questions, ce qui ne m'étonne pas. Voilà, pas mal de réactions. Et donc, en effet, je pense que c'est mieux si Elisa enchaîne avec sa présentation et qu'on groupe toutes les questions après sa présentation. Parfait, merci. Alors. Donc vous voyez tous bien la présentation? Alors là, juste, on voit pas en plein écran, mais tu sais, on voit le petit tableau de bord. Alors. C'est toujours le cas là? Oui. Ça fonctionnait tout à l'heure. Ah, si, ça doit être ça. C'est bon? C'est parfait. Ok. Donc bonjour à tous. Donc maintenant je vais vous présenter l'étude que nous venons de consacrer aux bibliothèques pendant la crise sanitaire et dont les résultats ont été publiés il y a quelques semaines. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'étudier l'effet de la crise et des mesures sanitaires sur l'activité des bibliothèques françaises. Donc avec nous, le ministère de la Culture et avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, donc on a souhaité apprécier l'impact de la crise sanitaire en 2020-2021 sur la fréquentation des bibliothèques françaises. Donc on a conduit une enquête flash du 31 janvier au 15 février 2022 sur un échantillon de bibliothèques territoriales et universitaires, ainsi qu'auprès des bibliothèques de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie Universcience, de la Bibliothèque publique d'information. Et en complément de cette étude, on a utilisé les statistiques annuelles recueillies par les deux ministères. Donc d'abord un point méthodologique. Donc pour la partie bibliothèque territoriale, donc on avait un échantillon de 2000 bibliothèques. Donc on s'est basé sur l'enquête sur les ressources numériques qui avait été menée à l'automne 2021. Donc on a repris la même base de répondants parce qu'on était sûr que les bibliothèques avaient plus de chances de réponse. Et on a complété cette base avec les bibliothèques qui desservent plus de 50 000 habitants. On a également collecté donc des données auprès du MESRI, enfin du ministère chargé de l'enseignement supérieur, et de la recherche de la BNF, de la BPI et de la BSI. Donc on a conçu le questionnaire avec les associations professionnelles pour bien les adapter aux spécificités des différents périmètres. Donc par exemple, la bibliothèque publique d'information ne fait pas de prêt. Et on a ensuite affiné cet échantillon avec les bibliothèques départementales, notamment afin de s'assurer que les plus petites bibliothèques étaient en capacité de répondre, notamment sur les questions de fréquentation. Donc on a collecté plusieurs types de données, donc les fréquentations annuelles, les fréquentations détaillées sur certains mois en 2021 et en 2019, les prêts de documents, le nombre de nouveaux inscrits et le nombre d'actions culturelles et de publics touchés par ces actions culturelles. Donc toutes ces données sur 2018, 2019, 2020 et 2021. Et enfin, les données sur l'activité numérique des bibliothèques
proviennent de l'enquête sur les ressources numériques menée à l'automne 2021 par Ipsos pour le compte du ministère de la Culture. Et ces données ont été complétées par celles de la BNF, de la BPI, de la BSI et des bibliothèques universitaires. Donc, concernant l'échantillon des bibliothèques territoriales, on a eu 1211 bibliothèques répondantes. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir la répartition par tranche de population desservie. Donc, on voit que les bibliothèques qui desservent moins de 2000 habitants représentent pratiquement un tiers des bibliothèques répondantes. Si on compare donc cet échantillon avec l'échantillon des bibliothèques qui répondent à l'enquête annuelle, on voit que même si c'est pas parfaitement égal, on s'est quand même rapproché d'une certaine représentativité en termes de population desservie. Donc après ces petites précisions méthodologiques, je vais maintenant vous présenter les principaux résultats. Donc tout d'abord, l'évolution de la fréquentation annuelle entre 2019 et 2020. Donc comme on pouvait s'y attendre, on observe une chute conséquente de la fréquentation. Donc qui va de moins 50% pour les bibliothèques municipales et intercommunales, moins 54% pour la BPI et moins de 60% de chute pour les BU, la BNF et la BSI. Donc si on regarde ces résultats par tranche de population desservie pour les bibliothèques municipales et intercommunales, on voit qu'il y a pas trop de différence entre les différentes populations desservies, si ce n'est que peut-être les plus petites bibliothèques ont un peu mieux résisté par rapport aux plus grosses. Et donc au-delà des moyennes générales, on peut regarder la diversité des comportements individuels des bibliothèques, par population desservie toujours, en regardant donc ces graphiques qu'on appelle des boîtes à moustaches, donc qui permettent de représenter les différents quartiles. Donc on voit les boîtes colorées, 50% des bibliothèques de moins de 2000 habitants, par exemple, dans cet exemple, ont subi une chute de moins 17% à moins 56%. Et le trait du milieu, c'est la médiane, donc 50% des bibliothèques ont subi une chute de moins 39% à moins 100% et 50% une chute de plus de moins 39%. Et donc on voit que entre les petites bibliothèques et les grosses bibliothèques, les situations sont assez hétérogènes, que il y a une diversité de bibliothèques beaucoup plus importante sur les petites bibliothèques que sur les grosses bibliothèques, parce que ces graphiques, plus ils sont étendus, plus les situations sont diverses et plus ils sont rapprochés, plus les situations sont semblables. Maintenant, pour la fréquentation annuelle entre 2020 et 2021, donc comme on pouvait s'y attendre, il y a une reprise de la fréquentation. Donc pour les BM, cette reprise était de 17%. Pour les BU de 32% et la BPI de 41%. Mais pour ce qui est de la BNF, de la BU, de la BPI, elles partaient d'un peu plus bas que des BM, ce qui peut peut-être expliquer qu'elles ont eu une reprise un peu plus forte. Et donc pour la fréquentation par tranche de population, on voit bien là pour 2020-2021 que les bibliothèques de plus de 10 000 habitants ont toutes le même niveau de reprise à 17%. Et que les bibliothèques qui desservent moins de 10 000 habitants ont connu un rebond un peu plus significatif, jusqu'à 29% de plus pour les bibliothèques qui desservent entre 5 000 et 10 000 habitants. Et donc maintenant, si on regarde la fréquentation globale entre 2019 et 2021, donc malgré le rebond de 2021, le niveau de 2019 n'a pas encore été retrouvé. Donc pour les BM, elles ont accusé une chute de 42% de leur fréquentation entre 2019 et 2020. On voit que les bibliothèques de recherche et d'études, donc la BNF, la BPI et les BU, ont accusé une chute un peu plus importante que pour les bibliothèques municipales et intercommunales. Donc
par tranche de population, on voit que les petites bibliothèques ont mieux résisté à la crise sanitaire que les grosses bibliothèques. Donc, par exemple, les bibliothèques qui desservent entre 20 000 et 50 000 habitants ont subi moins 45% de fréquentation en 2021 par rapport à 2019. Et pour les bibliothèques de moins de 2 000 habitants, cette chute n'est que de moins 29%. Et donc là, l'approche par quartile, elle est très intéressante parce qu'on voit que pour les petites bibliothèques, entre 2019 et 2021, il y a un quart des bibliothèques qui ont retrouvé un niveau d'avant-crise, voire qui ont même augmenté leur fréquentation. Donc, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les plus grosses bibliothèques qui desservent plus de 100 000 habitants, où elles n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc sur ce graphique, on peut voir donc les évolutions entre 2019, 2020 et 2021 des fréquentations annuelles pour les 5 types de bibliothèques interrogées. Donc en partant d'une base 100 pour tout le monde en 2019, on voit que les chutes ont été plus ou moins prononcées. Donc on voit que les BM ont un peu mieux résisté. Et le rebond en 2021, on voit que les bibliothèques, les BU, la BPI, la BNF ont une reprise un tout petit peu plus forte que les BM, mais ça ne leur permet quand même pas de revenir à un niveau de pré-crise. Donc maintenant, on va s'intéresser à la fréquentation détaillée mois par mois. Donc cette fréquentation détaillée nous permet de tenter d'apprécier les effets du pass sanitaire et des différentes modalités d'application. Donc pour rappel, au 9 août 2021 a eu lieu l'instauration du pass sanitaire généralisé pour les adultes. Et à partir du 1er octobre 2021, l'instauration du pass sanitaire pour les adolescents, donc de 12 à 17 ans. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à comparer mois par mois les fréquentations entre 2019 et 2021 pour voir si l'instauration du pass sanitaire a eu un effet sur la fréquentation ou pas. Donc on voit que a priori l'instauration généralisée aux adultes n'a pas eu d'impact sur la fréquentation ou peut-être un impact assez faible mais qui n'est pas visible parce qu'on voit qu'entre juin et septembre, la chute continue de décroître. On passe de moins 32% en juin à moins 27% en juin. Par contre, on peut supposer que l'instauration aux adolescents a fait ralentir cette reprise parce qu'on voit bien qu'il y a de nouveau une chute entre septembre et octobre. On passe de moins 27% à moins 35%. Donc voilà, et le mois de décembre n'est peut-être pas forcément représentatif parce que c'était le mois de décembre 2019 où il y avait les grèves, donc peut-être que les bibliothèques ont été fermées. Donc c'est pour ça que la chute est moins forte pour décembre. Donc le pass sanitaire a représenté pour les bibliothèques une charge de travail supplémentaire importante. Donc cette charge de travail a majoritairement été gérée à travers un redéploiement interne des ETP de la bibliothèque. Donc là on voit sur le graphique, c'est le cas dans 50% des bibliothèques. Et la catégorie autre, donc à 36%, se révélant très majoritairement à la lecture des commentaires traduire des cas de redéploiement interne. Et enfin, on observe à la marge d'autres modalités de compensation du travail supplémentaire, notamment par de la mise à disposition du personnel d'autres services de la collectivité territoriale ou d'appel à un prestataire externe, mais dans une très faible mesure. Donc, dans certains cas, le pass sanitaire a pu entraîner une réduction de l'amplitude horaire hebdomadaire, notamment afin de faire face à la charge de travail supplémentaire induite par le contrôle. Donc, ainsi, un peu moins de 10% des bibliothèques ont ainsi dû réduire leurs horaires d'ouverture. Donc maintenant, on peut regarder l'évolution d'autres indicateurs, donc notamment le nombre de nouveaux inscrits. Donc pareil, entre 2019 et 2020, on assiste à une chute, un rebond entre 2020 et 2021, mais qui ne permet pas de revenir à un niveau de 2019 cependant. Donc on voit que les BM ont un peu mieux résisté à la chute du nombre d'inscrits que la BNF par exemple.
Du côté du prêt, donc même schéma, chute en 2020, reprise en 2021. Et on voit que entre les inscrits, le nombre de nouveaux inscrits et le nombre de prêts, c'est le nombre de prêts qui est remonté plus haut en 2021 par rapport à 2019. Et donc là, si on regarde pour les bibliothèques municipales et intercommunales, donc la superposition de ces 3 indicateurs, donc la fréquentation, le nombre de nouveaux inscrits et le nombre de prêts. Donc on voit les chutes en 2020 et les rebonds en 2021. Et on voit que c'est bien le prêt qui a le mieux résisté, qui est le plus remonté, qui est dans une dynamique un peu plus positive. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu la mise en place du click and collect, donc à la fin du premier confinement ou pendant le deuxième confinement, ce qui a permis de maintenir un taux de prêt un peu plus élevé que le taux de fréquentation. Donc maintenant, je passe à la comparaison des actions culturelles. Donc à la fois Elisa, je suis désolée, oui. j'ai le rôle pas facile, voilà, d'être la maîtresse du temps. Et donc, c'est juste pour savoir, est-ce que vous avez encore beaucoup de slides à faire dérouler ou Non, je peux me dépêcher. D'accord, merci beaucoup. C'est pour qu'on ait le temps de prendre les questions et puis voilà, de souffler 5 minutes avant la deuxième Pas de problème. conférence suivante. Merci beaucoup. Du coup, je vais me concentrer sur les actions culturelles, puis j'avais quelques slides sur l'activité numérique en ligne, mais c'est un petit peu moins intéressant. Donc pour l'action culturelle, donc évidemment chute entre 2019 et 2020. Donc là sur le côté droite de l'écran, on voit que la BNF a plusieurs types d'actions, donc qui ont toutes accusé une chute à la fois du nombre d'actions et du public touché. Donc en 2021, rebond, et là on remarque que le rebond a été plus fort pour le nombre d'actions culturelles que pour le public touché, ce qui peut s'expliquer par le report d'actions culturelles qui auraient dû avoir lieu en 2020 et qui ont finalement eu en 2021, ou le dédoublement d'actions culturelles, par exemple d'accueil de classe ou des accueils de demi-groupes pour pouvoir respecter les mesures sanitaires. Mais c'est donc l'évolution du public touché a été un peu moins importante. Et donc entre 2019 et 2021, on voit bien que le nombre d'actions culturelles a moins chuté que le public touché par ces actions culturelles. J'avais quelques dernières slides sur l'activité numérique en ligne où sans surprise, plus une bibliothèque est grande, plus elle a constaté une évolution des inscriptions à son offre numérique. Les modalités d'adaptation de l'offre de ressources numériques, donc en majorité, c'était l'acquisition de nouvelles ressources, l'augmentation du nombre de livres numériques disponibles et l'augmentation du nombre d'utilisateurs autorisés. Ce qui ce qui est cohérent avec ce qui est donné par la BSI, la BPI, la BNF. Et enfin, donc les principales ressources acquises les plus consultées, donc le top 3, c'était l'auto-formation, les périodiques et les vidéos, avec plus ou moins la même chose côté BNF, BPI et BSI.